Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 21 avril. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Nous allons voyager en début de journal. Nous prendrons la direction de la Grèce, où le prince Albert II est actuellement en déplacement. Il a été reçu aujourd'hui par les plus hautes autorités du pays à Athènes. Direction ensuite Londres avec notre invitée Marie Billon, correspondante en Grande-Bretagne. Élisabeth II aurait eu aujourd'hui 100 ans. Nous verrons comment sont célébrées ces commémorations en Angleterre. Retour sur la 3e édition de l'Unseme Cup, créée à l'initiative du président de l'AS Monaco FC. Ce tournoi a rassemblé à la Turbie lundi une centaine de jeunes des communes limitrophes. Le Coya Monte-Carlo ouvre ses portes pour une nouvelle saison au cœur du Sporting. La présentation de cette cuisine raffinée d'inspiration sud-américaine dans quelques instants. Nous recevrons également le nouveau directeur de l'hôtel Métropole, Klaus Kabelitz, qui vient d'un hôtel prestigieux de Londres. Il a pris ses fonctions en principauté très récemment. Et enfin, le 5 mai prochain, à l'Auditorium Régnier 3, la Fondation Flavien organisera la 8e édition de Pousse la vie. Nous avons suivi les répétitions du groupe Call Me Winston qui montera sur scène pour cette soirée caritative de lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies rares. Le prince Albert II est actuellement en déplacement en Grèce. Il a été reçu aujourd'hui par les plus hautes autorités du pays à Athènes. Nous retrouvons sur place nos envoyés spéciaux, Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. Patricia, c'est une journée marathon qui attendait aujourd'hui le prince dans la capitale hellénique. Oui, cette visite vient tout juste de s'achever en fin d'après-midi. Le prince Albert II a pu s'entretenir aujourd'hui tour à tour avec le président de la République hellénique, Konstantinos Tassoulas, avec le Premier ministre, mais également avec le maire de la capitale, Athènes, ville dont le prince Albert II a reçu la grande médaille en honneur réservée aux hautes personnalités. Actually, since the very first time that His Royal Highness visited Greece, I suggested to him that there should be a visit where this affection for Greece should be recognized. So we have been working diligently, both teams, to make this happen. I think that there is know-how in Monaco, in the luxury sector, in hospitality, in yachting, in several areas that Greece could benefit from the transfer of know-how, so that places in Greece, because there are a lot of new projects underway, could benefit from Monaco's know-how through specific agreements that hopefully will take place in the future. Et si les liens profonds d'amitié entre les deux pays ont été évoqués, bien sûr, lors de ces entretiens successifs, il a été question également de points de convergence majeurs, comme la protection de l'environnement ou la durabilité. On se souvient d'ailleurs qu'en octobre dernier, le prince Albert II était déjà en Grèce, sur des îles dont Alonissos, avec les explorations de Monaco, pour suivre une campagne de recherche scientifique, mais également des opérations de sensibilisation de la population. Aujourd'hui, le prince Albert II s'est également rendu sur le site du futur Yacht Club d'Athènes, qui a de grandes ambitions environnementales, comme sur le modèle de ce qui se fait aujourd'hui au Yacht Club de Monaco. Et puis la journée s'est achevée par l'inauguration officielle du consulat de la principauté dans la République hellénique. Nous y reviendrons très largement dans notre édition de mercredi 19h. Merci Patricia. Le prince Albert II est également attendu à Delphes, où il doit prendre part au grand forum économique qui se tient chaque année dans cette ville. Nous y reviendrons. Restons à l'étranger, à Londres plus précisément, pour une raison très simple. Ce 21 avril, nous célébrons le centenaire d'Élisabeth II. Elle a régné sur la Grande-Bretagne pendant plus de 70 ans. Élisabeth II est née le 21 avril 1926. Elle aurait donc eu 100 ans aujourd'hui. Qu'est-il prévu pour ces commémorations? Avec nous, Marie Billon, journaliste correspondante en Angleterre. Marie, bonsoir. Bonsoir. Élisabeth II aurait eu 100 ans aujourd'hui. J'imagine que c'est un jour célébré au Royaume-Uni. Oui, en tout cas, un jour qui est marqué par plusieurs événements. Il y a notamment des statues commémoratives qui ont été dévoilées, qui vont être installées dans le parc de St. James, donc juste devant Buckingham Palace, et 2 statues en bronze. Il y a aussi une réception qui a eu lieu à Buckingham Palace aujourd'hui, en présence d'associations qui avaient la protection de la reine. Ça va d'associations qui luttent contre le cancer à d'associations pour les chiens. On sait que la reine aimait beaucoup ses corgis. Et puis il y a aussi une grande exposition dans Buckingham Palace qui retrace
toute la vie de la reine avec son style. Alors les Anglais ont réussi à tourner la page après son décès en 2022, où elle est encore bien présente dans les esprits de la population. Alors les 2, ils ont tourné la page, mais en même temps, elle est pas oubliée, elle est toujours présente. Par exemple, quand on dit juste la reine, on n'est jamais vraiment sûr si on parle de Élisabeth II ou bien de la reine Camilla. Normalement, ça devrait être la reine Camilla, mais on dit toujours The Queen pour parler d'Élisabeth II. Le roi Charles a agréablement surpris, donc il y a aucun souci de ce côté-là. Il y a pas de, on regrette pas ce qu'on a perdu avec le décès d'Élisabeth II, même si les Anglais regrettent Élisabeth II, aurait aimé notamment, puisque sa mère avait vécu plus de 100 ans, aurait aimé évidemment qu'elle reste sur le trône jusqu'à ses 100 ans. On la regarde toujours avec beaucoup d'affection, même si on va peut-être en parler les dernières Ouais. quelques Les problèmes polémiques avec le prince Andrew. Vous voulez parler de Voilà, ça? c'est ça. Parlons-en justement. L'ex-prince Andrew. Absolument, l'ex-prince Andrew, il faut le Faites bien dire, de le préciser. qui était donc le fils cadet de la reine et qui depuis quelques années était embrouillé dans les affaires Epstein. On sait qu'il était ami avec le pédophile décédé. Et puis, il y a d'autres révélations qui ont été faites ces derniers temps, notamment aussi qui concernent ses fonctions officielles en tant qu'envoyé spécial du commerce du gouvernement. Donc tout ça a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce qu'on en veut à Élisabeth II d'avoir comme ça chouchouté le prince Andrew? Voilà, c'est ça en fait. On se dit, si tout ça est sorti après que la reine est décédée, est-ce que c'est parce qu'elle protégeait quelque chose? Pas qu'elle cachait quelque chose? On n'ose peut-être pas encore le dire comme ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle ne voulait pas qu'il sorte et qui n'est pas sorti par respect pour elle? Donc oui, on se pose la question et puis on sait que on pense en tout cas, on a toujours dit que Andrew était son fils préféré. Donc à quel point est-ce qu'elle l'a soutenu? On sait aussi qu'elle a certainement participé à l'accord à l'amiable que l'ex-prince Andrew a trouvé avec notamment une des victimes de Jeffrey Epstein qui l'accusait lui personnellement. Donc on se demande en gros quel était son rôle. Malgré tout, par exemple son biographe précise bien qu'elle n'était pas au courant des agissements potentiellement criminels de son fils, et ça c'est évidemment très important. Et puis peut-être que c'était son fils préféré, mais c'était surtout le fils dont elle s'inquiétait le plus, celle dont elle savait qu'il était le plus probable qu'il soit en gros manipulé. Donc même si on en veut un petit peu à la reine peut-être, en même temps on se dit elle a toujours été tellement un parangon du devoir. Là on est en train de découvrir le côté maman, le côté plus fragile finalement de la femme. Et on ne peut pas retenir effectivement que cette partie-là, même si elle est importante, de son règne qui a duré plus de 70 ans. Quel héritage laissera Élisabeth II au Royaume-Uni, à votre avis? Qu'est-ce que l'on garde d'elle? Ce qu'on garde d'elle, alors, ce sera certainement le sens du devoir. C'est quelque chose qu'elle mettait vraiment très en avant et dont les Britanniques sont très fiers. Et puis, c'était quelqu'un on parle beaucoup du fait que c'était quelqu'un qui a vécu l'histoire, qui représentait l'histoire avec un grand H, entre guillemets, tout en la vivant. Elle a évidemment grandi pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a rencontré tous ces chefs d'État à des moments qui étaient très importants, que ce soit la chute de l'URSS ou que ce soit le délitement de l'Empire, dont on estime qu'elle l'a bien géré, parce que de l'Empire est né le Commonwealth des Nations, donc cette entité qui rassemble la plupart des nations de l'Empire pour une certaine solidarité. Donc on la voit comme une très grande femme politique, même si bien sûr elle ne faisait pas de politique, mais elle était vraiment à la tête d'un pays, et on estime qu'elle a bien accompli son devoir. Elle a vécu ce qu'ont vécu les Britanniques, elle a grandi avec les Britanniques, et c'est ce côté humain qu'on retient surtout, et que cette exposition veut finalement mettre en avant sur toutes les années de sa vie, mais que même aujourd'hui encore, quand on imagine la reine, on l'imagine avec un grand sourire en train de saluer les gens. Donc elle garde une aura. Au-delà de la tombe, elle garde très clairement une aura, Elisabeth II. 21 avril 1926, 21 avril 2026, Elisabeth II aurait eu 100 ans aujourd'hui. Merci Marie Billon d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir.
Parlons football et la jeunesse avec la 3e édition de l'Unseme Cup créée à l'initiative du président de l'AS Monaco, Dimitri Ribolovlev. Ce tournoi a rassemblé à la Turbie lundi une centaine de jeunes des communes limitrophes. Le reportage de Frédéric Hélion sur des images de Marie-Ève B. Certains d'entre eux porteront peut-être un jour les couleurs de l'AS Monaco. Lundi, plus de 100 jeunes joueurs âgés de 14 à 15 ans ont participé à la Turbie à la 3e édition de l'Unseme Cup. Sur le terrain, 8 équipes avec des joueurs représentant fièrement les couleurs de leur commune. La Turbie, Roquebrune-Cap-Martin, Cap-d'Aille, Beau-Soleil, Menton, Vintimille, Camporosso et Ospedaletti, toutes partenaires du programme Unseme de l'ASM. C'est un moment pour promouvoir les sports, le foot, les valeurs qui permettent notre club. C'est une initiative personnelle de notre président aussi. Il est ici aujourd'hui, c'est très spécial. Je crois que c'est une opportunité de promouvoir ce Monaco, mais toujours d'être ensemble avec les enfants, de partager un bon moment par rapport au foot. Et comme lors de la première édition, la finale oppose les équipes de Cap-d'Aille et Beau-Soleil. Un derby indécis, 2 partout à l'issue du temps réglementaire, remporté au tir au but par Cap-d'Aille qui s'offre le trophée, remis par le président de l'ASM, Dimitri Ribolovlev, une 2e fois après 2024. Là, ça fait plaisir parce qu'on s'est amusé toute la journée en restant sérieux et tout. Et voilà, ça fait du bien d'être récompensé comme ça, c'est tout. On a marqué, après ils auront marqué, on perdait 2-1 et c'était dans la tête. Je crois qu'en plus il y avait quelqu'un qui est venu avec vous sur la photo pour le trophée. Oui, il y avait Paul Pogba. Le champion du monde 2018 était présent pour la remise du trophée et a pris le temps de poser avec toutes les équipes qui ont participé à cette Unseme Cup. Un moment mémorable pour tous ces jeunes footballeurs. Certains envisagent même de ne plus se laver après avoir serré la main de Paul Pogba. Football toujours, mais concernant le championnat corporatif du Challenge Prince Régnier 3, les Barbadians de Monaco viennent de se hisser en finale. Ils étaient opposés ce lundi face à l'équipe de l'Hôpital. Les Barbadians de Monaco, sous la présidence de Louis Ducruet, rencontreront donc en finale la Société des Bains de Mer le 11 mai prochain au stade Louis II. Si vous n'avez pas dîné, attention, ce reportage risque de vous ouvrir l'appétit. Coya Monte Carlo revient sur la Côte d'Azur pour une nouvelle saison au cœur du Sporting. Au menu, une cuisine raffinée d'inspiration sud-américaine, avec également une belle programmation musicale, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage de Sarah Nkari et Julien Logier. Dès l'ouverture des portes, le voyage commence. Bienvenue au Coya Monte Carlo. Rouvert le 1er avril, l'établissement n'a pas tardé à retrouver sa clientèle. On a attaqué fort avec le week-end de Pâques directement et ensuite la semaine du Rolex Master. On a eu beaucoup de monde, à peu près 370 couverts sur le vendredi-samedi. Inauguré en 2018, le restaurant monégasque s'est imposé au fil des années comme l'une des destinations incontournables de la Côte d'Azur pour les nuits d'été. Cette année, on a prévu du coup Monoling sur le 31 juillet, on a prévu Vintage Culture pour le 7 août et on termine la saison pendant le yacht show avec Bob Sinclair le 25 septembre. Donc ouais, effectivement, on essaie de beaucoup développer ce côté entertainment ici à Coya. Mais on vient ici avant tout pour goûter à la cuisine sud-américaine à la fois authentique et sophistiquée de la chef Victoria Valenia. Pour le nouvel plat de la carte de cette année, on a une tiradito de akami de thon à la truffe. Et on a aussi une brochette de wagyu japonais avec une sauce avec tous les piments de l'Amérique latine, bien sûr, avec une touche asiatique. Et aussi, on a toujours le classique de Coya. Pour parfaire l'expérience, vous prendriez bien un petit cocktail. Cela tombe bien, Madretiera, le nouveau menu du bar, débarque à Monaco. Des créations aussi visuelles que gustatives qui s'inspirent des voyages du Pérou, de la Costa à la Sierra. Sur chaque catégorie, réellement, soit le côté Costa, il va avoir un côté soit salin, soit il va avoir une couleur bleue, soit ça va être un cocktail qu'on peut boire justement quand on est en vacances au bord de mer. Et voilà, la Sierra, ça va être des cocktails un peu plus puissants parce que c'est dans les terres, à l'intérieur, au milieu du Pérou, le côté un peu plus culturel. Et voilà, le côté Amazonie, c'est beaucoup autour des fruits, le côté vert, le côté un petit peu green qu'on va retrouver. Un rafraîchissement à savourer dès le mois de juin sur la magnifique terrasse du Coya, offrant une vue imprenable sur la Méditerranée.
Palace emblématique de Monaco, situé à quelques pas de la place du Casino, l'Hôtel Métropole a annoncé la nomination de son nouveau directeur général. Klaus Kabelitz succède à Serge Étuin, qui a dirigé l'établissement pendant plus de 10 ans. Eh bien, le nouveau directeur général est avec nous. Klaus Kabelitz, bonsoir. Bonsoir. Désormais, vous allez mettre votre expertise au service de l'Hôtel Métropole Monte-Carlo. Qu'est-ce que cela représente pour vous de rejoindre cette adresse emblématique ? Oh là là, c'est une grande question. Tellement des très bonnes choses sur l'Hôtel Métropole. Je l'avais toujours admiré d'une distance. C'est surtout le personnel qui offre un tel service incroyable de qui beaucoup des clients m'en ont parlé. Et aussi la restauration de l'hôtel qui est très connue, le spa qui maintenant est géré par Garlin et les autres espaces juste avant. Alors il y a tellement des choses. Comment l'opportunité est-elle née ? Comment vous avez connu cet hôtel ? Alors, ça a déjà commencé il y a 11 ans. J'ai visité la famille Boustani en 2015 en quittant Genève, mais malheureusement, à ce moment-là, pour des raisons familières, il fallait que j'accepte un poste à Londres. Et maintenant, c'est un peu le fin d'une histoire, d'une très bonne histoire. Vous succédez donc à Serge Étuin, qui a dirigé l'établissement pendant plus de 10 ans. Quelle a été la nature de vos échanges ? Ah, d'accord. Serge et moi, c'est des très bons copains depuis beaucoup des années. On travaillait ensemble à Paris. Et après, on est restés des bons amis. J'ai visité ses hôtels. Il est venu visiter les miennes. On s'est rencontrés pendant les grands congrès internationaux des agences de voyage et des hôtelières. Et là, maintenant, c'est vraiment un honneur pour moi de lui remplacer ici et de continuer son travail. Qu'est-ce que vous allez garder comme souvenir ou comme constat concernant votre carrière jusqu'à présent ? Ce sont des destinations, des collaborations peut-être ? Alors, je pense que ça sont vraiment les collègues à moi que j'ai développés ou à qui j'ai assisté de développer leur carrière et qui maintenant, ils ont des postes très importants dans l'hôtellerie. Il y a un assistant manager à moi qui travaillait au Four Seasons de Londres et il est devenu le président pour Four Seasons au Moyen-Orient, Europe et en Afrique. Un autre avec qui je travaillais à Berlin, qui est devenu directeur général de la Villa d'Este et qui maintenant s'en occupe des hôtels Corinthia à Rome. Il y a beaucoup des collègues qui vraiment ont développé leur carrière et je suis fier que je pouvais leur aider. Depuis septembre 2024, vous occupiez les fonctions de directeur général de l'hôtel Kensington de Londres. Vous avez participé à son développement. Désormais, quelles sont vos ambitions avec l'hôtel Métropole ? Je me réjouis déjà de travailler avec cette équipe excellente qui m'ont donné un bienvenu très, très chaleureux, de développer ce qu'il existe déjà, les Metropole Moods, les moments du Métropole, cet service très personnalisé pour vraiment prendre soin des clients, pour donner une opportunité à tout le monde d'être innovatif. Klaus Kabelitz, merci d'avoir répondu à nos questions et bienvenue en Principauté. Merci à vous. Les musiciens du groupe Call Me Winston que nous avions reçus dans l'émission Backstage étaient en répétition hier pour préparer la 8e édition de Pousse la vie, un concert caritatif qui se tiendra le 5 mai prochain à l'Auditorium Régnier 3 au profit de la Fondation Flavien qui lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies rares. Un reportage de Gaëtan Lebrun et Marie FB. Les dernières notes résonnaient déjà hier dans le studio de la Costa, où musiciens et chanteurs s'entraînent en attendant le grand soir. Les 10 artistes de l'orchestre Call Me Winston répètent un programme inédit consacré aux plus grandes musiques de films. L'idée, elle est née de Frédéric Vito et Denis Macario, qui est le président de la Fondation Flavien, pour pouvoir justement créer des événements et aider la recherche pour les cancers pédiatriques. On a de la chance d'avoir un parrain historique qui s'appelle Yvan Cassard. Et cette année, ce sera la marraine Anne Silla qui sera avec nous. Donc on est vraiment très heureux de pouvoir faire ce concert. Et chaque année, on le fait justement pour pouvoir faire rayonner la Fondation. Don't go in. Golden world, you will party
Bien évidemment, ce sera sur les musiques de films. En fait, l'orchestre Call Me Winston est un tribute de Tarantino. Et comme on veut rester dans les musiques de films, on s'est un peu élargi au niveau du répertoire. Le rendez-vous est désormais fixé au 5 mai à l'auditorium Régnier 3 pour un concert solidaire où chaque place achetée contribuera à financer les actions de la Fondation Flavien. Caritatif toujours, une vente aux enchères sera organisée ce jeudi à Paris par l'hôtel Drouot dans le 9e arrondissement. Il s'agit d'une vente au profit de la Fondation Jérôme Lejeune. Cette fondation est au service de la recherche et de la défense des personnes porteuses de déficiences intellectuelles d'origine génétique telles que la trisomie 21. Cet événement bénéficie du soutien de donateurs monégasques. On écoute le président de la Fondation au micro de Justin Hadel. Ça fait plusieurs années que la principauté, et en particulier le prince, ont la générosité de nous aider à travers des lots comme cette année, cette montre Bulgarie du prince qui est magnifique, ou ces jours à l'hôtel de Paris offerts par les bains de mer, c'est quelque chose d'extraordinaire, ou ces places pour le Rolex Master à la fin en 2027. La vente ne manque pas de lots magnifiques, que ce soit en vin, en tableaux, en bijoux et même en voitures. Et ce serait évidemment formidable que certains monégasques aussi se joignent à ce geste de générosité en surenchérissant. Naturellement, je serais très heureux de constater, parce que je pourrais les saluer et les remercier directement, mais ils peuvent surenchérir évidemment par Internet, etc. ou par téléphone. En bref, la mairie de Monaco organise une nouvelle braderie par et pour les particuliers le samedi 9 mai de 10h à 16h au parc Princesse Antoinette. L'institution communale offre la possibilité aux monégasques et résidents de réserver gratuitement un stand afin de vendre des vêtements, livres, jouets, jeux vidéo, accessoires et autres, dans le but de lutter contre le gaspillage. Cette braderie accueillera notamment un coin vide-chambre imaginé par les collégiens du projet communal junior afin de permettre aux jeunes de vider leur chambre et de donner une seconde vie aux affaires dont ils n'ont plus besoin. Je le répète, la braderie de la mairie de Monaco, samedi 9 mai de 10h à 16h au parc Princesse Antoinette. L'accès sera libre et gratuit. Nous en avons parlé dans cette édition et ce sont les photos de fin de journal de Manuel Vitali. La 3e édition de l'Unce Make-up, ce tournoi a rassemblé une centaine de jeunes des communes limitrophes. À suivre, la météo de Marie Bonnet-Blanc. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Portez-vous bien. À demain. Bonsoir à tous. Demain, le retour de la grisaille et de la pluie avec quelques averses dans l'après-midi. Dans la matinée, du vent avec des rafales allant jusqu'à 40 km à l'heure sont attendues. Le thermomètre, lui, affichera jusqu'à 16 degrés le matin et jusqu'à 17 degrés dans la journée. Et puis, concernant la météo de l'eau, les sources de Monaco couvrent 25 à 50% de notre consommation. En ce 22 avril, demain, ce sera l'occasion de souhaiter une très belle fête à tous les Alexandres.